1 an et demi après avoir fréquenté cette personne en pensant que c'était une femme biologique, on se rend compte que finalement elle a un passé d'homme. C'est pas ce qu'on voulait au début, hein. C'est pas ce qu'on voulait au début. Fondamentalement très attaché à cette personne. Je dis que c'est une relation d'1 an et demi, mais en plus de ça, c'était vraiment une belle relation, une relation forte, puissante. Je l'aimais beaucoup, cette personne. On avait des projets. On parlait de faire des enfants, ce qui fatalement est impossible. Et ça, c'est un coup dur, puisque on les imagine déjà, et avant qu'ils existent, ben, faut avorter. On parlait donc de se marier, de partir vivre à l'étranger ensemble. En fait, on avait tout prévu de A à Z, et là tout s'écroule. Tout s'écroule d'un coup, et voilà, on était au plus haut, et là on est au plus bas. Bienvenue dans l'émission Contre-discours sur les questions de genre. Nous sommes Dora Muto et Marguerite Stern, autrices du livre Transmania. Dans le prolongement de ce travail, nous accueillons sur notre chaîne YouTube Feméliste des personnes au discours dissident sur les questions de genre. Aujourd'hui, nous recevons Litès. Litès est un homme qui a entamé une relation d'1 an avec une personne qu'il croyait être une femme. Cette femme, Lucie, s'est finalement révélée être une femme trans, c'est-à-dire un homme qui a transitionné pour apparaître comme une femme. À partir de cette expérience de vie traumatisante, il a écrit un livre, mélange entre son histoire et quelques éléments de fiction. Nous avons souhaité lui donner la parole afin d'aborder avec lui les questions troubles qu'ont créé ce mensonge. Litès, bonjour. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez accepté notre invitation ? Bonjour, j'ai accepté cette invitation car il m'est arrivé une histoire particulière avec une personne trans. J'en ai écrit un livre et de ce que j'ai vu, vous et moi on se rejoint sur certains points. Donc je suis là pour en discuter avec vous. Et merci beaucoup parce que on trouve ça très courageux. Alors vous avez publié un livre qui s'appelle Lucie au 3e degré. Évidemment, on va prendre le temps de rentrer dans les détails de ce livre. Mais est-ce qu'avant ça, vous pouvez nous expliquer brièvement de quoi il traite ce livre ? Eh bien, c'est une romance entre donc le personnage d'Arthur et Lucie. Arthur rencontre Lucie et manifestement, c'est la femme parfaite. Tout se passe presque très bien entre eux pendant 1 an et demi, suite à quoi il découvre que finalement Lucie s'avère être une femme transgenre. Au début, forcément, c'est compliqué pour Arthur. Il compose avec, il essaye de comprendre eh bien, comment fonctionnent les personnes transgenres, puisque avant ça, il ne s'y intéressait pas. Et au moment où il est sur le point de donner une 2e chance à Lucie, il découvre d'autres secrets. Je ne sais pas si je pourrais les dévoiler tout de suite, mais des secrets qui forcément porteront préjudice à leur relation. Alors pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre et dans quel contexte l'avez-vous fait ? Alors je vais d'abord répondre dans quel contexte je l'ai fait. Eh bien je l'ai fait suite à la dernière rupture avec cette personne qui m'a inspiré Lucie, puisque j'étais vraiment chamboulé par tout ce qui m'arrivait et c'était une façon pour moi de laisser quelque chose derrière moi. Et non seulement ça permettait aux personnes qui pourraient vivre la même chose que moi de se mettre à ma place, de comprendre comment j'ai ressenti les choses, mais également, puisqu'on parle d'une personne trans, eh bien, ça pourrait peut-être inspirer des jeunes personnes transgenres qui se posent des questions et à qui on vend une idéologie toute belle, toute rose sur Instagram. Ça pourrait les confronter à la réalité. Peut-être qu'en lisant ce livre, ils se diraient « Tiens, c'est vrai que ce qu'on me vend sur Instagram, le bonheur après la transition, etc., c'est pas forcément vrai. » Comment est-ce que ça s'est passé, la rencontre avec Lucie ? Très classiquement, sur une application de rencontre. Alors, sur les applications de rencontre, de nos jours, il y a des personnes transgenres, mais qui le notifient dans leur description. Ce n'était pas le cas de Lucie. Elle s'est faite passer pour une femme biologique, et tout s'est très bien passé au début. Premier rendez-vous qui se passe très bien. On a une proximité immédiate, idéologique ou ce que vous voulez. On s'entend très bien, on a la même vision du monde.
On a beaucoup de points communs, on partage beaucoup de passions communes, et forcément, il y a une attraction également. Donc tout s'est très bien passé au début. Gros crush, quoi, coup de cœur. Gros crush. Donc vous la rencontrez, tout se passe bien, la relation dure 1 an. 1 an et demi. 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, vous apprenez que c'est un homme. C'est ça. Comment? Grosse claque. Alors, dans la réalité, il y avait plusieurs éléments qui me laissaient penser que donc, Lucie menait une double vie mystérieuse et pas très glorieuse. Donc, soit je me demandais si elle était très infidèle, soit j'avais même des suppositions comme quoi elle effectuait des activités de prostitution. Plusieurs éléments me laissaient le penser. En tout cas, j'étais presque sûr qu'elle n'était pas étudiante, car elle prétendait être étudiante. On se donne rendez-vous sur le lieu de son école, et j'anticipe. Comme j'avais des gros doutes, je me suis dit, tiens, je vais venir un petit peu en avance, au cas où elle me dit que son dernier cours est annulé, qu'on doit se rejoindre ailleurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 1 heure avant, je reçois un message, le cours est annulé pour une histoire de garde d'enfants, etc. On se rejoint ailleurs. Mais moi, j'étais là. Et je ne la vois pas sortir. Ah. Donc forcément, j'essaie de la confronter à ses mensonges, de la forcer à m'avouer la vérité, ce qu'elle ne fait pas. Donc, je m'en vais. Et le lendemain, je ne supporte pas le secret, je ne supporte pas le mensonge, le mystère. Alors je me rends chez ses parents, que j'avais déjà rencontrés. Et c'est là qu'il m'avoue, sans me le dire, mais en me le faisant comprendre, eh bien que Lucie est une femme transgenre. Ils vous l'ont dit cash comme ça? Pas exactement. Disons que ils ont parlé d'elle en mentionnant son dead name, donc son prénom d'homme. Voilà, en disant donc, alors dans le roman, son dead name c'est Dorian, donc Lucie est leur fille, mais Dorian est leur fils. Je pense que n'importe qui aurait compris. Je n'ai pas voulu comprendre sur l'instant, mais quand je suis parti de leur maison, j'ai craqué. Et alors, quand vous le découvrez, qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement? Une fois que vous repartez de ce rendez-vous avec les parents, qu'est-ce qui se passe dans votre intérieur? Un énorme sentiment de trahison, forcément. 1 an et demi après avoir fréquenté cette personne en pensant que c'était une femme biologique, on se rend compte que finalement elle a un passé d'homme. C'est pas ce qu'on voulait au début, hein. C'est pas ce qu'on voulait au début. Et pourtant, je dis c'est pas ce qu'on voulait au début, puisque on est quand même fondamentalement très attaché à cette personne. Je dis que c'est une relation d'1 an et demi, mais en plus de ça, c'était vraiment une belle relation, une relation forte, puissante. Je l'aimais beaucoup, cette personne. Vous aviez des projets, est-ce que vous pouvez un peu développer? Exactement, on avait des projets. On parlait de faire des enfants, ce qui fatalement est impossible. Et ça, c'est un coup dur, puisque on les imagine déjà, et avant qu'ils existent, ben, faut avorter. On parlait donc de se marier, de partir vivre à l'étranger, ensemble. En fait, on avait tout prévu de A à Z, et là, tout s'écroule. Tout s'écroule d'un coup, et voilà, on était au plus haut, et là, on est au plus bas. Et alors, est-ce que vous avez de la peine, de la colère? Est-ce que vous pleurez concrètement? Alors, je ne pleure pas tout de suite. En revanche, j'ai 2 sentiments contradictoires qui vont se mélanger à moi, même 3. Je dirais forcément, j'ai encore de l'attachement pour elle. Beaucoup d'amour. J'ai beaucoup de colère parce que forcément, elle m'a caché pendant 1 an et demi un détail crucial qui n'est pas normal de cacher. J'ai déjà vu des personnes débattre sur les réseaux sociaux, dire « Non mais cette personne-là n'a pas à avouer sa réelle identité ». Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et j'ai également un début de peine parce que forcément les personnes transgenres, on les présente souvent comme des personnes qui ont un parcours difficile. Et ça, on l'anticipe, on se dit qu'on va se renseigner sur ces personnes-là et on sait qu'on va découvrir que c'est jamais facile pour elles. Il y a ces 3 émotions, donc l'amour, la peine et la colère, qui se mélangent. Et forcément, je dis pas que je deviens fou, mais pas loin. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que je suis dans ma voiture et là je crie son vrai nom comme pour l'imprimer et comme pour exprimer également mon rejet. Rejet confronté aussi au manque en fait, parce qu'on sait déjà qu'on va la quitter, on sait déjà qu'on va quitter cette personne. Je résiste pas à l'envie d'appeler un de mes plus proches amis. J'ai besoin d'en parler. Je sais pas tout de suite à qui en parler, mais j'ai besoin d'en parler à au moins à une personne. Et puis après, on envoie des textos à la personne concernée, sans lui dire qu'on est au courant. Mais on la prévient qu'on est allé chez ses parents, qu'on a découvert la vérité, et qu'on aimerait l'entendre de sa bouche. Sauf que cette personne ne dit pas. Comme cette personne est habituée à mentir et à... Même quand on la met face à ses mensonges, elle trouve une pirouette, eh bien elle n'avoue pas la vérité. Jusqu'à ce que je lui dise bonne nuit avec son dead name. Je voulais pas en arriver là, mais il fallait que je lui dise que je sais. Et alors, sa réaction, ça a été quoi? Enfin, j'imagine que vous avez fini quand même par vous voir tous les deux et par discuter de la vérité. Comment est-ce que ça s'est passé? Forcément. Elle ne m'a pas répondu sur l'instant, ce que je peux comprendre, mais le lendemain. Donc le lendemain, je suis allé la voir. C'est pas une relation qu'on termine en un claquement de doigts. D'ailleurs, même quand on y met un terme, elle nous suit encore un petit peu. Alors forcément, nous nous sommes vus. Elle m'a expliqué son parcours en partie, sans tout me dire. Mais elle m'a dit l'essentiel et... Et alors, c'était quoi son parcours avant? C'était qui Lucie avant, en fait, de ce qu'elle vous a dit? Eh bien, Lucie, c'était quelqu'un qui se cherchait quand elle était jeune, très jeune, jeune adolescente. Et une phrase m'a beaucoup marqué. C'est quand elle insiste en disant « Je savais que je n'étais pas gay ». Mais il y avait quelque chose. Je suis allé sur des forums LGBT, j'ai discuté avec des personnes transgenres et je me suis dit « Mais oui, c'est ça, c'est tout moi ». Voilà ce qu'elle m'a dit. Là, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête parce que c'est assez important. Elle m'a ensuite dit qu'elle a progressivement fait ce qu'il fallait pour transitionner, prendre des hormones, et également qu'elle est allée à l'étranger pour se faire l'opération de la vaginoplastie. Donc, on prend le matériel de base masculin et on le transforme en une imitation du sexe féminin. Suite à ça, elle me parle de son parcours de vie en dehors de la transidentité, très classique. Elle me dit qu'elle a un vrai boulot qu'elle me cachait puisqu'elle ne voulait pas que je me rende sur son lieu de travail et que je découvre qu'elle est trans, puisqu'elle avait un badge à son ancienne identité. Elle me raconte que là-bas, c'est compliqué, que son patron lui mène la vie dure à cause de ça. Je me contente de cette explication, mais malgré tout, eh bien, je décide de rompre, forcément. Même si son histoire me touche, forcément, je suis humain. Mais je peux pas. Elle m'a menti pendant 1 an et demi et je vais être honnête, je n'ai pas envie de faire ma vie avec une personne trans. Pourquoi? On pourrait vous dire que c'est transphobe. Déjà, je veux des enfants. Enfin, des enfants, on pourrait me dire oui, il y a l'adoption. Je veux faire des enfants avec la personne que j'aime. Et ça, je le dis dès le début de la relation. Donc, le minimum syndical aurait été d'être honnête avec moi à ce sujet. Au moins de préciser une stérilité. Mais non. Ensuite, il y a des personnes qui préfèrent les personnes d'une certaine couleur, d'une certaine taille, d'une certaine situation sociale. Est-ce que j'ai pas le droit de souhaiter une femme biologique dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de justifier le fait que j'aimerais une vraie femme authentique, qui n'a pas des troubles mentaux et qui a fait de son identité sexuelle le combat de toute sa vie? Parce que moi, j'ai pas envie de ça. Tout simplement. Donc, si jamais Lucie avait marqué sur son profil Tinder, ou je ne sais pas quelle application c'était, qu'elle était trans, vous ne l'auriez sans doute jamais rencontrée. Pas du tout. En fait, elle m'a posé cette question. Je lui ai répondu la même réponse qu'à vous. Elle était forcément déçue. En même temps, si elle-même le cache, elle s'attend à ce que les personnes qui sortent avec elle ne la considèrent pas comme une personne trans. Elle a envie d'être regardée comme une femme tout court.
C'est toute la problématique d'ailleurs. Oui, c'est toute la problématique, puisque quand on regarde beaucoup de leurs témoignages, la plupart des personnes trans demandent toujours de la légitimité. Les femmes trans demandent à être perçues comme des femmes, point. Et forcément, quand on creuse un petit peu, on voit qu'elles souhaitent se rattacher à une femme biologique. C'est-à-dire qu'elles vont tout faire pour leur ressembler physiquement, elles vont attendre qu'on les traite de la même façon qu'on traite une femme biologique, dans la société, dans les relations, etc. Pourtant, il y a une différence. Dans votre livre, il y a pas mal de scènes de sexe avec Lucie. Et dès la première scène de sexe, vous écrivez d'ailleurs que son anatomie vous a paru spéciale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'anatomie de Lucie était spéciale, différente? On va dire que pour ce qui est de... Alors, je savais qu'on allait parler de sexualité puisque la sexualité est indissociable de cette thématique de la transidentité, c'est très très lié. Je dois dire que les lèvres n'étaient pas tout à fait habituelles, mais j'ai envie de dire, toutes les femmes ne sont pas faites exactement pareilles non plus. Donc je l'ai également mis dans le roman comme premier signe d'alerte. Mais dans la vraie vie, j'étais pas non plus en train de la scruter. J'ai juste remarqué une petite différence visuelle que j'ai très vite acceptée, mais qui m'a pas non plus paru douteuse, si vous voulez. Vous pouvez nous la décrire physiquement, Lucie? Lucie, elle était très grande, enfin grande, très grande. On est sous le 1m80 quand même, mais elle est grande pour une femme. Elle est très belle, elle a un visage de rêve, elle a une silhouette, je dirais de mannequin en fait. Donc parce qu'elle est très grande, qu'elle est relativement mince, pas trop non plus. Elle a des jolies épaules, un petit peu affirmées, un petit peu de muscles là où on ne l'attend pas, c'est très joli. Elle a certes un bassin relativement étroit, mais pas de quoi alarmer non plus. Il y a des femmes qui ont des bassins relativement étroits. Et je dis ça puisque le bassin, c'est quand même le seul os du corps humain qui se différencie entre les hommes et les femmes. Pour vous, c'était absolument inenvisageable que ce soit un homme quand vous l'avez rencontré. Et maintenant, avec du recul, est-ce que quand vous l'avez revu, quand vous la regardez, est-ce que maintenant ça vous apparaît que cette personne a fait de la chirurgie esthétique, que cette personne est finalement un homme? Alors que c'est un homme, pas du tout. J'arrive même pas à dire « il », et même si je me forçais pour quelque raison que ce soit, je pourrais pas. J'ai déjà essayé de me dire « il ». Voilà. Dès que je repense à elle, eh bien c'est elle, voilà. Mais pour la chirurgie, moi qui avais un œil relativement novice à ce niveau-là, alors j'avais déjà un tout petit doute, puisqu'elle a quand même des... Sans la décrire très précisément, elle a les joues qui semblent refaites. Elle m'a précisé d'emblée qu'elle n'était pas refaite. Je me suis dit, peut-être qu'il y a eu une petite injection ou deux. J'ai pas creusé non plus. C'était pas non plus une information capitale. En revanche, comme je sais qu'elle a tout refait, les lèvres, le nez, la mâchoire, même l'implantation capillaire, je le sais, mais ça ne se voit pas. C'est très bien fait. Et dans le livre, vous décrivez un moment où Arthur voit une photo de Lucie, donc qui est Dorian avant. Oui. Est-ce que ça s'est vraiment arrivé? Et quand vous avez vu cette photo, qu'est-ce qui se passe en vous? Oui, c'est vraiment arrivé. J'ai vu une photo d'elle, alors je ne sais pas à quel âge, je dirais la vingtaine peut-être, avant toutes ces opérations. Je dois dire que quand on voit la photo, on associe le visage à la personne qu'on a fréquentée 1 an et demi. J'essaie d'être correct, hein, mais il y a un malaise intérieur énorme. J'ai eu une nausée instantanée. Toutefois, dès que je ne vois plus la photo, j'arrive même plus à y penser. Je l'ai quand même fréquentée pendant 1 an et demi. J'ai vu d'autres photos d'elle actuelles. C'est celle-ci qui reste. C'est pas la vraie photo. Est-ce qu'il y a une dissociation qui se crée en vous entre voilà, cette personne que vous avez connue et puis cette connaissance que vous avez enfin, voilà, de Dorian, de cet homme, de cette vie d'avant? Est-ce que vous arrivez dans votre tête à intégrer les deux, ou est-ce que finalement vous n'y arrivez pas?
Je n'y arrive pas. C'est compliqué et je pense que c'est normal que ce soit compliqué. La chirurgie esthétique, ça s'est développé ces dernières dizaines d'années. Avant, ça n'existait pas et un humain ne pouvait pas changer du tout au tout en quelques années. Donc je pense que le cerveau ne peut pas assimiler deux visages différents à la même personne. C'est très compliqué. Et comme on l'a fréquenté pendant 1 an et demi, eh bien ce visage-là, on découvre que c'est son réel visage, mais c'est pas celui qu'on retient, c'est pas celui qu'on a connu dans la vraie vie, qu'on a touché, qu'on a vu. Donc non, je pense que je le dissocie naturellement, et je me demande si je force pas la dissociation moi-même, puisque peut-être que je me protège mentalement en me disant non, ça reste Lucie, c'est vraiment pas cette personne qu'elle était avant. À un moment dans votre livre, vous écrivez que malgré le fait que Lucie soit un homme, et donc vous venez de le découvrir, voilà, vous avez un nouveau rapport sexuel avec cette personne. Vous écrivez « Je suis en train de faire l'amour dans le reste d'un pénis, quoi. Un pénis reconstitué en pseudo-vagin. » Vous ressentez quoi à ce moment-là? Du dégoût. Je suis un peu cru, je sais, mais on a le temps, en apprenant qu'elle est transgenre, et avant de la revoir, on a le temps en fait de regarder l'opération de la vaginoplastie, voir comment il transforme bien le matériel masculin en pseudo-vagin. Donc, c'est une boucherie, c'est une charcuterie, et savoir qu'on est là-dedans, ça retournerait n'importe qui, je pense. Et comment ça se fait, en fait, que malgré le fait que, voilà, donc, vous avez appris que Lucie était un homme avant, et que ça, enfin, vous êtes renseigné sur toutes ces opérations, ça a créé une sorte de dégoût, enfin, vous parlez d'une boucherie, voilà. Comment ça se fait que finalement, vous recouchez avec elle? Enfin, c'est quoi le contexte, en fait? Comment ça se passe? Eh bien, en fait, la rupture est prononcée. Pour autant, 1 an et demi d'amour, on n'efface pas ça en un claquement de doigts. Alors forcément, à un moment, je suis pris d'une crise d'angoisse parce que la situation est terrible, elle me manque atrocement, je lui demande de venir chez moi. On essaye de se revoir, on se dit qu'on va trouver des solutions parce que j'étais très amoureux de cette personne, je l'aimais beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de raisons de l'aimer. Alors forcément, ça fait partie de l'amour, on se rapproche encore physiquement, on essaye de faire comme si de rien n'était, mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc même si j'ai appris que c'était un homme, j'ai eu une période où je me suis dit, c'est sa particularité, c'est comme ça, c'est mon histoire, je vais faire avec. Ça va être compliqué, mais je vais faire avec. Mais non. Ouais, vous avez essayé d'envisager quand même de rester avec elle malgré tout ça? Oui, j'ai envisagé parce que notre relation était quand même puissante, évidente, et après 1 an et demi, j'avais, même si j'avais de nouveaux doutes sur sa personnalité, j'avais des certitudes également. Je me suis dit, elle est faite pour moi, je ne vais pas la laisser filer pour ça, je vais faire avec, et forcément il y a aussi une nouvelle émotion qui s'installe, c'est que là où avant j'étais dans une grande admiration pour elle, j'ai également eu maintenant de la pitié. C'est triste à dire, mais quand on apprend qu'elle est femme transgenre, on a envie de lui tendre la main, parce que c'est une personne qui compte déjà beaucoup pour nous, et on n'a pas envie de la laisser plus bactère, et on n'a pas envie de se laisser plus bactère soi-même non plus. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, voilà, je sors avec une femme trans, est-ce que ça ne voudrait pas dire que je suis un homme gay? Si, on se pose la question. On se dit, mais je suis quand même d'une grande ouverture d'esprit pour un hétéro. Et pour autant, comme je vous le dis, en fait, on n'arrive pas à se dire que c'est un homme. Donc après, on rationalise, on se dit, si je suis attiré par elle physiquement, ça veut dire que, au fond de moi, j'aime un homme qui ressemble beaucoup à une femme. Toutefois, en fait, c'est quelque chose qui est normalement impossible. Sans les progrès scientifiques, médicaux et la chirurgie, normalement, c'est impossible. Et puis c'est pas comme si vous aviez été dès le départ informé que c'était une personne trans. Et puis c'est aussi, voilà, certains hommes sont attirés
par des femmes trans qui gardent leur pénis. Et donc à ce moment-là, c'est très différent de votre cas. C'est ça, oui, moi forcément, en apparence, c'était une femme complètement. Oui, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, ça aussi. Il y a ce qu'on appelle les caractères sexuels primaires, donc finalement c'est votre organe génital et tout le bagage hormonal que ça présente. Et il y a ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Donc c'est toute l'apparence qui découle de ce bagage hormonal. Donc ça va être pour les femmes des seins, pour les hommes ça va être de la barbe, ça va être l'apparence, en fait, la dissociation entre mâle et femelle pour des adultes. Et jusqu'ici, comme je le disais, en fait, normalement les caractères sexuels primaires et les secondaires n'étaient pas dissociés, on ne pouvait pas. C'est que récemment qu'on peut créer des chimères humaines qui présentent les caractères primaires, par exemple le pénis ou le vagin, et avoir des caractères secondaires tout à fait autres, tout à fait différents et opposés. Ça c'est nouveau, normalement ça n'existe pas dans la nature. Donc vous écrivez dans votre livre « Méfiez-vous d'une personne capable de détruire son corps pour le remodeler selon ses fantasmes. Ne croyez pas à ses lamentations victimaires sur sa vie sentimentale, familiale ou sociale. Si elle est capable de se détruire elle-même, elle est capable de vous détruire vous aussi. » Est-ce que vous pouvez développer? Est-ce que vous avez été détruit par cette personne? J'ai pas envie de m'apitoyer, je l'ai déjà fait en partie dans mon livre. Mais comme j'ai eu des idées très noires à un moment, je pense qu'on peut le dire, oui, j'ai été détruit par cette personne au moins jusqu'à maintenant. Forcément, j'espère que ça ne me suivra pas toute ma vie, même si je risque de ne pas l'oublier. En revanche, c'est quelque chose qui est à prendre en considération, c'est que je suis d'accord pour dire que les personnes trans traversent des périodes très difficiles. En même temps, je ne suis pas sûr que la société les emmène dans la bonne direction. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'un trouble mental puisse être soigné en détruisant le corps de la personne. Hein. Si c'est le bazar à l'intérieur de votre maison, vous n'allez pas repeindre la façade, changer les volets. C'est pareil pour les personnes trans. La comparaison est peut-être maladroite, mais au moins c'est l'essentiel. Si cette personne-là choisit le chemin de l'autodestruction, que c'est une personne vulnérable, car moi je pense que toutes les personnes trans qui en viennent justement à faire des modifications corporelles, je pense qu'elles sont vulnérables, je pense qu'elles recherchent quelque chose et elles sont prêtes à tout pour arriver à leur but. Eh bien elles s'engagent sur un chemin d'autodestruction et forcément si vous êtes dessus, elles n'auront pas de pitié pour vous, elles vont prendre ce qu'elles peuvent prendre de vous et elles ne vont pas se soucier de vous, elles sont très tournées vers elles-mêmes à ce moment-là. Et alors, vous expliquez dans le livre, effectivement, avoir eu des pensées suicidaires. Pourquoi ces pensées suicidaires? Pourquoi est-ce que vous-même, vous avez envie d'arrêter votre vie quand vous découvrez ça? Eh bien, moi, je pense qu'on vit à une époque où tout ce qui est relation, amour, c'est de plus en plus compliqué. Je regarde les chiffres du mariage, du divorce. Par rapport aux années 70, à peu près, hein, on se marie 2 fois moins, mais on divorce 2 fois plus. Difficile de croire encore en relations humaines de nos jours, aux relations amoureuses, pardon. Et puis là, il y a cette femme superbe qui arrive dans ma vie, incroyable, très belle, qui me correspond sur tous les points, avec qui je crée une complicité, mais que je n'ai jamais vue, que je ne pensais même pas possible. Et là, je me dis, mais en fait, c'est bon, j'ai trouvé la bonne, je ne pensais même pas qu'elle existait. Et tout à coup, on découvre que tout ce qu'on déteste dans ce monde, toute la décadence, etc., cette personne l'incarne à la perfection. Donc non seulement on perd espoir de manière générale, mais cette personne-là, particulièrement, transforme tout l'affect qu'on avait pour elle en une immense peine et émotionnellement, c'est difficile de s'en remettre. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux, d'activer la petite cloche pour être prévenu de la mise en ligne de nos nouveaux contenus. Et si notre travail vous plaît, et si vous souhaitez nous encourager à continuer, vous pouvez nous faire un don sur le lien en description. Qu'est-ce qui est le plus dur là-dedans? C'est le mensonge, le rapport au réel complètement biaisé? C'est quoi?
Un peu des deux, hein. C'est difficile de choisir. Le mensonge quand même. Il y a eu beaucoup de mensonges de la part de Lucie? Énormément. Si vous lisez le livre, bon, forcément je vais gâcher un petit peu le plaisir de découverte, mais non seulement, eh bien, c'est une personne trans, c'est une personne qui est de nature très très infidèle, qui est prostituée. Ça c'est terrible ça. Découvrir qu'on est avec une femme prostituée, non seulement c'est de l'infidélité professionnelle, mais en plus j'ai personnellement peu de considération pour les femmes qui choisissent de se prostituer. Pour moi, on fait commerce de son intimité, c'est renoncer à son humanité. Et j'ai très peu de considération pour les personnes qui le font volontairement. Elle est également droguée, forcément. Je viens de parler de prostitution, ça va avec. Pour supporter? Pour supporter. Et donc là, pour supporter à la fois la prostitution, le changement d'identité. En plus, je vous apprendrai rien en vous disant que dans le milieu LGBT, dans les boîtes LGBT, etc., la drogue, c'est quelque chose qui circule beaucoup. Tous les facteurs étaient réunis, en fait. Et forcément, comme elle tient à présenter une image parfaite d'elle, même dans ses mensonges, elle va s'inventer des écoles prestigieuses, etc. Alors forcément, l'écart entre la réalité et ce qu'on a au final, il est immense. À la fin du livre, vous dressez le profil psychologique de Lucie, de façon que j'ai trouvé très pertinente et très fine. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce profil psychologique et pourquoi, finalement, Dorian se crée ce personnage de Lucie? Pourquoi cette personne fait ça, selon vous? Alors, c'est selon moi, mais je pense que je suis arrivé à une reconstitution très proche de la réalité. J'avais deux informations en ma possession qui étaient capitales. C'est que cette personne se persuadait de ne pas être gay. C'est une phrase qu'elle a répétée plusieurs fois. Et que c'était une personne vulnérable, avec un gros manque affectif. Alors forcément, j'ai essayé de reconstituer son parcours. Je me suis dit que c'était un jeune homosexuel, torturé par la vie d'une certaine façon. Je lui ai imaginé une histoire d'amour désastreuse qui finit par une scène violente d'homophobie. Et quand on est jeune et homosexuel et qu'on subit quelque chose comme ça, j'imagine qu'on abandonne déjà. On se dit, mais toute notre vie, ça va être atroce. Et en plus de ça, je me suis demandé, est-ce que Lucie a vraiment envie de sortir avec des hommes homosexuels? Parce que on pourrait accepter son homosexualité et sortir avec des hommes, puisque c'est ce qui nous attire, mais être rebuté par l'homosexualité. Ça, c'est un phénomène de société qui ne touche pas que les homosexuels, mais également les personnes hétéros, qui ont tendance à dévaloriser l'homosexualité, à voir les hommes homosexuels comme moins virils, les hommes gays les premiers. J'ai vu une vidéo récemment sur un club de rugby inclusif où les participants sont généralement homosexuels et se mélangent aux hétérosexuels, et les homosexuels se réjouissent, se disent c'est génial, normalement le rugby c'est un sport qui est plutôt masculin, viril. Et entendre un homosexuel dire que... il dit précisément, c'est un sport masculin, viril et hétérosexuel. Il associe donc la masculinité et la virilité à l'hétérosexualité. Si un homosexuel lui-même associe la masculinité et la virilité à l'hétérosexualité, il répand lui-même un stéréotype qui est en sa défaveur. Et ce que je me dis, c'est également que on entend beaucoup de femmes dire qu'elles ont déjà essayé de faire l'amour avec une autre femme, sans se revendiquer bi ou lesbienne, et tout le monde l'accepte. En revanche, un homme qui dit qu'il a déjà essayé avec un homme, c'est pas pareil, c'est pas perçu de la même façon. Donc généralement, les homosexuels hommes souffrent d'une dévalorisation de leur virilité, et je pense que certains homosexuels sont beaucoup moins attirés par des hommes homosexuels que par des hommes hétérosexuels, à qui ils attribuent virilité, masculinité, tout ce qui les attire. Donc en fait, pour vous, Dorian était un homme homosexuel qui voulait absolument avoir une vie sexuelle et affective avec un homme hétéro, et donc pour réussir à obtenir de l'affection
D'un homme hétéro, il lui a fallu transitionner et paraître être une femme. C'est ça. En fait, je pense que pour en arriver là, par contre, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'opérations, il faut prendre des bloqueurs de puberté, des hormones continuellement, et se faire opérer de l'organe génital. Je pense que pour en arriver là, il faut également être très très vulnérable et être prêt à tout en fait, ne plus avoir rien à perdre, pour se dire d'accord, bah, j'y vais. Si on rajoute à ça un petit peu de discours prosélytiste, où on lui dit mais oui, il faut absolument que tu fasses ça, tu es transgenre, si tu fais la transition, tu seras heureuse. Alors là, c'est bon, là, la personne fonce. Mais ça, c'est dangereux. Parce qu'au final, quand c'est une personne vulnérable à qui on dit d'accord, deviens une femme, qu'elle avait un gros manque affectif au début, je dis pas que la prostitution vient naturellement, mais très vite, on passe de jeune homosexuel en manque d'amour à une femme physiquement parfaite. Forcément, on va recevoir des demandes très très farfelues qui vont mener à des rapports tarifés. C'est facile de dire oui dans ces conditions. C'est ce qu'elle a fait. Est-ce que vous l'aimez encore, Lucie? Je préfère ne pas répondre à cette question. Est-ce que vous l'avez aimé encore pendant un certain temps? Oui, ça c'est certain, oui. On ne peut pas tout balayer d'un coup. Et en même temps, j'ai un peu écrit un livre sur elle, donc... Est-ce que vous pensez que Lucie vous a véritablement aimé? Alors, je le pense, je l'espère, mais j'en suis pas certain. Qu'est-ce qui vous fait douter? Ce qui me fait douter, c'est tout ce dont elle a été capable, tout ce qu'elle m'a caché. Et dès le début, en fait, elle me cachait même son âge, son véritable âge. Elle avait 3 ans de plus que ce qu'elle prétendait. Elle avait fait tout un tas d'opérations. Et à la fin, même quand je la confronte à ses mensonges, elle ne m'avoue pas la vérité. Elle m'aurait au moins dû l'honnêteté. Donc là, je ne me suis pas senti considéré du tout. Je me suis même senti méprisé. Vous parlez de profil pervers narcissique et manipulateur. Vous pouvez en dire plus? Alors, jusqu'ici, moi, quand j'entendais pervers narcissique, j'entendais surtout de la bouche de femmes qui se plaignent de leurs compagnons. Ça venait un petit peu trop souvent et j'en rigolais presque. Sauf que là, quand on vit ça, on se renseigne un petit peu. J'ai regardé ce qu'était un pervers narcissique. Elle coche absolument toutes les cases. Donc, c'est une personne qui est très égocentrique, qui est dans la manipulation constante. Mais ce que je me demande, c'est est-ce qu'elle le fait consciemment ou est-ce que ce sont des petits mécanismes de défense qu'elle a développés au fur et à mesure de sa vie pour se protéger, mais qui deviennent finalement des mécanismes d'attaque malgré elle pour vampiriser l'amour de ceux qu'elle peut, pour obtenir ce qu'elle veut des personnes qui l'entourent. Je me pose la question. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas de sa part. Toutefois, si on regarde pervers narcissique et psychopathe, elle coche toutes les cases. Et c'est inquiétant. Ça fait d'elle une personne dangereuse. Comment votre entourage, votre famille, vos amis ont réagi quand vous leur avez appris cette histoire et la vérité sur Lucie? Alors, je l'ai dit à très peu de personnes parce que on est très gêné quand même par cette situation. Parce que moi-même, je me suis quand même senti bien sali en fait. Quelque part, c'est un viol avec ruse. Hein. On s'est fait passer pour ce qu'on n'était pas. Et si j'avais eu ces éléments en ma possession, ben, je ne l'aurais pas fréquenté. Donc, dans le même sens, je me sens très sali. On se sent sali 2 fois d'ailleurs. Hein. Quand on apprend qu'elle est transgenre et qu'elle est prostituée et infidèle et tout le reste. Mais ça, c'est pas quelque chose sur lequel on se confie tout de suite. C'est même pas quelque chose qu'on accepte rapidement. Donc je me suis confié à très peu de personnes. Mes parents, à qui je ne dis pas grand-chose d'habitude, mais là il fallait que j'en parle. Et vu qu'eux-mêmes l'avaient rencontré et l'avaient vu plusieurs fois, l'avaient adoré également, et ben, eux aussi ils étaient surpris parce qu'ils n'auraient pas pu le deviner. En revanche, ils n'ont pas été dans une compassion sans fin, puisque pour eux c'était évident que je devais la quitter, sauf que eux n'ont pas été amoureux d'elle pendant 1 an et demi. Mais
mes amis, eh bien, j'en ai parlé qu'à un seul ami de confiance qui a tenu à peu près le même discours. Et je pense que c'est le discours rationnel. Sauf que c'est le discours de quelqu'un qui n'a pas vécu ma situation. Donc c'est pas un discours qu'on accepte tout de suite. Est-ce que vous avez pu en parler à un psychologue ou est-ce que vous avez décidé de vous faire suivre pour réussir à parler de cette histoire ou est-ce que ça a été le roman, votre thérapie? Les deux. J'ai également suivi... j'ai été suivi par un psychologue quelques mois. Mais je vais être très honnête, les échanges qu'on avait étaient très similaires à ceux que j'avais avec mon meilleur ami, enfin, l'ami avec qui je me confiais, l'ami à qui je me confiais, pardon. Donc, est-ce que le suivi psychologique m'a aidé? Pas plus que les conversations avec mon ami. Le roman, en revanche, oui, il m'a aidé. Parce qu'au début, on n'est pas dans le même état d'esprit quand on commence que quand on le finit. Généralement, quand on écrit un livre, on sait d'où on part, mais on ne sait pas exactement où on va aller. Ou en tout cas, si on le sait, on finit par aller ailleurs. Et si au début, je pensais que j'allais finir dans une énorme colère, une rancœur contre cette personne, et bien finalement, le cheminement de la dernière partie, qui est de comprendre Lucie, eh bien, je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire que, en parallèle, je me renseignais sur les personnes transgenres, je reconstituais au mieux son parcours. J'ai fini par avoir de l'empathie pour elle, beaucoup d'empathie, beaucoup de tristesse, de peine. Sans dire que ça excuse tous les mensonges, tous les mauvais agissements. Mais au final, ça m'a beaucoup aidé parce que ça apaise le cœur en partie. Ce qui vous a gêné chez Lucie, c'est uniquement la question du mensonge? Parce que moi, ce que je me dis, c'est que, en fait, quand on est avec une femme trans, entre guillemets, enfin, un homme qui se dit femme, qui a quand même fait toutes les opérations pour paraître comme une femme que vous avez pris pour une femme finalement pendant 1 an et demi, que vous auriez peut-être pas découvert que c'était un homme si on vous l'avait pas dit. En fait, au final, c'est quoi qui vous dérange? C'est ses chromosomes? C'est le fait qu'elle puisse pas être enceinte? Bah, un peu de ça, oui, déjà, forcément. Pour moi, une femme, c'est une mère potentielle. Et dans mon cas, moi qui veux fonder une famille, oui, plus que tout. Et en quoi est-ce que... je veux dire, si le simulacre est parfaitement réalisé, est-ce qu'il ne peut pas devenir réel finalement? Est-ce que non, la copie d'une vraie femme ne peut pas devenir une vraie femme? Bien sûr que non, il ne l'est pas, il ne l'est jamais. Et finalement, même si on ne le sait pas, c'est un déguisement de femme. C'est pas une femme biologique, c'est pas une femme comme on en rêve quand on est petit, non. C'est le côté déguisement qui vous dérange? Bien sûr. Et puis c'est malhonnête. Et même quand on finit par le découvrir, se mettre des œillères, c'est jamais confortable, c'est jamais agréable. Et alors il y a un slogan qui est souvent très utilisé par les militants transgenristes, c'est « Trans girls do it better ». Est-ce que c'est vrai? Bah non, c'est pas vrai. Parce que cette personne simule complètement. Et plusieurs fois, je me suis posé la question, et je lui ai posé la question, est-ce que tout se passe bien de ce niveau-là? J'avais de sérieux doutes. Bien sûr, elle me rassurait. D'ailleurs, même après la rupture, enfin pendant la rupture, quand je lui ai demandé sur son parcours, mais comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que tu as des sensations? Est-ce que tu as des orgasmes avec moi? Sa réponse immédiate, c'est oui, à chaque fois. Pour avoir interviewé 2 personnes qui ont eu recours à des vaginoplasties dans cette... enfin, 2 personnes qui étaient assises sur ce siège, les 2 personnes nous ont confié qu'elles n'avaient pas de sensations physiques au niveau de ce néovagin et que ce qu'elles ressentaient, c'était parfois quelque chose au niveau du néoclitoris, mais la plupart du temps, c'était surtout que c'était l'affection qu'elles portaient à l'homme en question, qui quelque part leur faisait du bien, c'était le fait d'accueillir cette personne dans leur corps, mais qu'il n'y avait pas d'orgasme, et que les sensations n'avaient rien à voir avec ce qu'elles ou ce qu'ils avaient avant lorsqu'ils avaient un pénis. Évidemment. Parce qu'il faut voir l'opération que c'est. L'organe génital d'un homme ou d'une femme, c'est quelque chose de très fragile.
ça repose sur un équilibre hormonal assez délicat. Donc dès qu'on y touche de manière aussi violente, on détruit tout. Et on ne peut pas recréer la complexité d'un clitoris à partir des restes d'un pénis. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Et en fait, je me suis dit, il doit y avoir 3 variables qui font qu'on éprouve du plaisir quand on a un rapport avec quelqu'un. Il doit y avoir les sensations sexuelles, que les personnes trans non plus. Il doit y avoir donc le contact physique, toucher la personne, être proche d'elle, même sans toucher des zones érogènes. Et il y a également le symbolisme. Qu'est-ce qui se passe au niveau affectueux? Qu'est-ce que cette personne incarne quand elle couche avec nous? Je pense que ces 3 paramètres-là sont à prendre en compte, mais ils ne sont pas indépendants. C'est-à-dire que s'il en manque un, les 2 autres vont être amoindris. Peut-être que les personnes trans peuvent se contenter du symbolisme et du contact physique, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Dans le livre, vous critiquez beaucoup donc la psychologie de Lucie, mais vous analysez finalement très peu les failles du personnage qui en tombe amoureux. Avec du recul, qu'est-ce qui fait selon vous que vous n'avez pas ouvert les yeux plus tôt? Est-ce que ça ne serait pas une mauvaise connaissance des femmes? Est-ce que la vision fantasmée de la femme que vous offrait cet homme ne vous arrangeait pas? Une mauvaise connaissance des femmes, je pense pas, sans prétention. Pour moi, la faille que j'ai eue, c'est un manque de curiosité, c'est-à-dire que même si je n'arrêtais pas de lui dire « est-ce qu'on pourrait rencontrer tes parents ?» plutôt dans la relation, est-ce que, où est-ce que tu travailles, etc. Je n'ai pas cherché à pousser parce que je me contentais de réponses simples en me disant « tiens, j'ai pas envie d'être intrusif, j'ai pas envie de faire flic, j'ai pas envie de la mettre mal à l'aise, ça se passe très bien. » Mais avec le recul, plus jamais j'accorde une confiance aveugle. Maintenant, je veux voir où la personne travaille, je veux voir des photos d'elle quand elle est petite. Ça, c'est mon défaut. Quelle était la deuxième partie de la question, excusez-moi? La question c'était, est-ce que la vision fantasmée de la femme que vous offrait cet homme ne vous arrangeait pas? Parce que finalement, vous êtes tombé amoureux d'un... En fait, Lucie est la création d'un homme. C'est-à-dire que finalement, c'est un homme qui comprend très bien ce que veulent les hommes. Pas tellement, oui. Et donc, effectivement, cette personne est peut-être, effectivement, comme vous le dites, la femme rêvée. Mais en fait, la femme rêvée en soi n'existe pas, sauf si elle est créée par la psychologie d'un homme qui a très bien analysé ce que désire un homme hétérosexuel. C'est sûr, en plus, elle était très intelligente, consciente de tout. Hein. Mais... c'est pas faux, ça. C'est pas faux. Sauf que je ne me demandais pas, je me disais pas, c'est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire qu'on avait des échanges sur sa façon de voir le monde, etc. Ça coïncidait avec la femme qui me présentait, pas que physiquement, mais également mentalement. Et puis la complicité qu'on avait était très naturelle. Nos discussions étaient toujours très riches, elles étaient très drôles, très espiègles aussi dans la vie privée. Forcément, moi j'étais heureux. Et en fait, à part certains éléments qui me laissaient douter sur la fin, surtout de sa fidélité, elle laissait rien transparaître. Après, il y a des petits stratagèmes sur lesquels je me suis fait avoir. C'est-à-dire que même si moi, je ne suis pas du genre à regarder les téléphones des autres, quand le sien s'allumait, il n'y avait jamais aucune notification. Personne ne lui parlait jamais. En fait, elle désactivait les notifications. Mais je ne pensais pas que des gens faisaient ça jusqu'ici. Hein. Comment se passe aujourd'hui votre vie personnelle, privée, amoureuse? Est-ce que quand vous rencontrez quelqu'un, maintenant, vous avez beaucoup de doutes? Alors, première partie de la question, ma vie amoureuse, aujourd'hui, je ne me projette pas facilement avec quelqu'un d'autre et j'évite de laisser des espoirs aux personnes que je rencontre. Mais si je rencontre des femmes, je vais avoir cette inquiétude forcément que ça arrive de nouveau, alors je vais l'analyser. Et c'est-à-dire que malheureusement, si je rencontre une femme un peu grande, je vais me poser la question. C'est bête, avant je ne me la posais pas, parce que ça existe des grandes femmes. Si je vois qu'il y a des parties de son visage qui ne sont pas aussi féminines
qu'on pourrait l'attendre, sans dire que c'est disgracieux. Au contraire, des fois c'est très joli, mais je vais avoir ce doute-là. Ce qui fait que, une fois le moment venu de l'intimité, alors oui, je vais regarder si tout marche bien. Je vais regarder si, si ça fonctionne. Parce que, je pense que vous le savez, une femme biologique lubrifie naturellement quand elle est excitée. Une femme transgenre ne peut pas lubrifier. Il y a un recours systématique à un lubrifiant. Et donc c'était ce qui se passait avec Lucie, c'est ça, dès la première relation sexuelle, elle vous a dit automatiquement, voilà, je préfère utiliser du lubrifiant, et donc c'est comme ça aussi que... C'est ça. En fait, le doute a été dissipé très vite. Elle m'a tout de suite dit qu'elle avait un petit problème de sécheresse, ce qui arrive aux femmes biologiques également. Mais maintenant, je serai un petit peu plus suspicieux si cela arrive de nouveau. Et dernier point, je m'intéresse beaucoup au discours qu'elles tiennent vis-à-vis de ce qu'on appelle le travail du sexe, qui selon moi n'est pas vraiment un travail. Dès que cette personne qualifie les prostituées d'escortes ou de mots plus lisses comme ça, je fais attention. Je me dis que cette personne-là a peut-être un passé en lien avec ce milieu et j'évite. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé qu'on vous pose? Est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez aimé aborder dans cet entretien? Alors j'aurais bien aimé qu'on fasse le lien avec des thématiques que vous abordez dans votre livre, qui est la propagande LGBT. C'est-à-dire que les personnes transgenres, moi je les vois comme des personnes vulnérables, malheureusement, que l'on dirige vers la mauvaise direction. Parce qu'il y a toute cette propagande LGBT qui vise à les mener sur ce chemin, et la preuve avec votre livre, on essaie de vous censurer, il y a un combo. Propagande LGBT, censure de tout discours qui va à l'encontre de ce discours dominant. Normalement, les gens devraient s'inquiéter. Voilà, quand on essaye de faire taire des gens et qu'on pousse un discours à grande échelle comme ça, normalement, ça inquiète. Quand on était au collège et qu'on étudiait les guerres mondiales et qu'on voyait les méthodes de propagande, tout le monde se disait, même les plus jeunes, oh, ils étaient vraiment stupides, ou en tout cas, si nous, ça nous arrivait, on ferait attention. Dans quel monde on vit? Je me pose la question, en fait, et le problème, c'est que non seulement il y a des militants très engagés qui vont mener ces gens sur un chemin d'autodestruction, de mutilation et de castration, parce que c'est rien d'autre que ça, mais en plus de ça, il y a toutes les personnes qui s'en fichent un petit peu, à qui on dit « Écoute, est-ce que tu es contre l'homophobie ?» Très souvent, oui. Et moi, je trouve, heureusement, on lui dit « D'accord, bah prends ce drapeau LGBT », c'est-à-dire qu'on est contre l'homophobie. Par contre, on est également pour la mutilation de jeunes personnes trans pour les faire devenir des femmes ou des hommes contre leur propre sexe de naissance. On va leur dire, tiens, mais il y a aussi la non-binarité, c'est-à-dire qu'une personne peut être ni femme ni homme, plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre, à certains moments de la journée. En fait, si tu es contre l'homophobie, tu dois prendre tout ce package, c'est ce qu'on appelle un cheval de Troie. Et la personne qui n'en a rien à cirer de tous les autres enjeux qu'il juge minoritaires va se dire, oui, mais moi je suis pas homophobe, donc bien sûr je vais embrasser la totalité de ces causes. C'est un piège. Donc, dans une certaine mesure, vous êtes une victime collatérale de cette idéologie. Bien sûr, puisque la personne avec qui j'étais était une menteuse. Et en fait, je pense que malheureusement, la plupart des personnes trans, on les transforme en menteurs. Puisque quand on est un homme et que chaque journée commence par un regard dans le miroir où on se dit « je suis une femme », eh bien, tous les autres mensonges sont faciles à formuler. Et on rentre dans des techniques de manipulation, on modifie son discours pour plaire à tous, et fatalement, on devient quelqu'un de menteur. Et moi, je ne veux pas qu'on forme une génération de personnes menteurs. Je ne veux pas que les personnes définissent leur propre réalité et l'imposent aux autres. C'est pas comme ça que ça marche. On ne se définit pas soi-même, c'est les autres qui nous définissent. Homme ou femme, c'est défini à la naissance, par la nature. Et des fois, ça ne nous plaît pas, mais c'est comme ça. Eh bien, Litès, merci. Merci d'être venue témoigner à notre micro, parce que ça demande un certain cran, on en est consciente, de livrer une telle histoire publiquement.
Nous renvoyons évidemment les auditeurs qui voudraient en savoir plus vers votre livre « Lucie au 3e degré », paru aux éditions Vérone. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous espérons que cet entretien vous a plu. Si vous souhaitez continuer à entendre des voix dissidentes sur les questions de genre, merci de nous soutenir en likant cette vidéo, en la partageant, en vous abonnant et en activant la petite cloche pour être prévenu de la mise en ligne de nos nouveaux contenus. Vous pouvez aussi nous faire un don, car produire ce type de contenu a un certain coût et nous prend du temps. Une autre façon de nous soutenir tout en apprenant, c'est de vous procurer notre livre Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, paru aux éditions Magnus.